Voilà, bon, à nouveau, bienvenue à tout le monde, donc à tous les participants pour cette session organisée par PECB sur un sujet qui visiblement vous intéresse beaucoup, puisque nous avons énormément de participation aujourd'hui. Donc, je serai votre modérateur. Donc, Jean-Pierre Girardin, je suis actuellement lead auditeur de services de management, notamment sur, bien évidemment, la norme ISO 9001 qui traite de la qualité, comme vous le savez, mais également sur d'autres normes ISO 20000 qui traitent des services et ISO 27001 qui traite de la sécurité de l'information. J'ai le plaisir et la chance d'avoir avec nous aujourd'hui deux grands experts des systèmes de management et je vais les laisser se présenter. Nous avons donc Stéphanie et Pierre. Eh bien, Stéphanie, je laisse vous présenter. Je vous remercie Jean-Pierre. Donc Stéphanie Anta, ravie d'être présente aujourd'hui et de partager ce moment avec vous. Je suis consultante, auditrice et formatrice indépendante depuis 2009 et donc depuis 2009, je suis généraliste, donc je fais du QSE, mais également j'ai développé une expertise depuis 2011 sur la sécurité de l'information, donc l'ISO 27001 dont vous faisiez référence, mais également TISAX, donc l'ISO 27001 appliqué au domaine automotive. Et aussi sur la continuité d'activité, donc l'ISO 22301. Et je suis IRCA 9001 depuis 2009 et 27001 depuis 2011. Voilà, Pierre, je te laisse la main. Donc, je suis Kinfac Pierre et je suis lead auditor ISO 9001, ISO 27001 et ISO 20001, comme Jean-Pierre Girardin. C'est une coïncidence qu'on porte d'ailleurs le même prénom. Effectivement, j'ai une spécialisation en informatique parce que je suis également ITIL. Je possède toutes les qualifications du référentiel ITIL dans sa dernière version, la version 4. Et j'ai une expertise en gestion des projets avec le PMP, Prince2 et les méthodes agiles, Scrum Master, Product Owner et expert dans l'intégration par échelle de la méthodologie Scrum au sein des organisations. Mon background, c'est beaucoup plus un background d'enseignant, enseignant à l'université de Douala, c'est au Cameroun, et formateur expert auprès des organisations et des entreprises. J'ai environ 12 années d'expérience dans le domaine. Voilà, c'est ça. Merci. Comme vous le voyez, nous sommes bien accompagnés aujourd'hui. Stéphanie donc est basée, je crois, en région parisienne, et Pierre est un petit peu plus loin, puisque, comme il l'a dit, il est au Cameroun, à Douala. Donc la session d'aujourd'hui, ce sera essentiellement un échange avec nos deux grands experts, et puis l'organisatrice donc de la session va collecter vos questions et nous y répondrons à la fin, durant le dernier quart d'heure, les dernières 10 minutes de cette session. Donc, système de management des services, mais déjà, Stéphanie, Pierre, pouvez-vous nous rappeler qu'est-ce que c'est qu'un système de management? Stéphanie, Pierre, voilà. Oui. Alors, système de management, c'est quoi? C'est défini où? Très bien. Alors, donc, vas-y Pierre, vas-y. quand on considère l'ISO 9000, vous savez, quand on parle d'ISO 9000, tu vois, on parle généralement de la mère des normes. Et dans sa dernière version, la 2015, on a une définition qui est correcte d'un système de management. On va dire, par exemple, quand on parle d'un système, déjà, on voit un ensemble d'éléments en interrelation qui font quelque chose. Donc, l'ISO définit le système de management comme un ensemble de processus par lesquels un organisme gère les éléments corrélés en interaction de ses activités afin d'atteindre ses objectifs. Voilà une définition plus ou moins simple du vocable système. Stéphanie? Oui. Voilà. Oui, alors moi j'aime bien me réapproprier alors c'est vrai qu'il y a des définitions qui sont simples dans la 9000, celle du système de management est effectivement relativement simple, il y en a d'autres qui sont un peu plus nébuleuses. Alors c'est vrai que moi j'aime bien me réapproprier ces définitions. Finalement, un système de management, pour moi c'est un ensemble de règles, c'est-à-dire le quoi, le qui, le comment.
mais également d'instances de gouvernance qui vont régir une entreprise, un organisme au sens large, pour s'assurer que cet organisme va atteindre ses objectifs. Donc, globalement, bien sûr, toujours en lien avec sa stratégie. D'accord. Bon, donc effectivement, si vous voulez plus de détails, c'est défini ce système de management dans la norme ISO 9000, chapitre 353. Et il me semble que ce qui est important de retenir dans le système de management, c'est qu'effectivement, on parle de politique, d'objectifs et de processus pour atteindre des objectifs, bien évidemment. Donc, c'est cela le sujet. Et alors, système de management, finalement, on a plusieurs, enfin, même de nombreux systèmes de management. Aujourd'hui, on va peut-être parler un peu plus de qualité. Donc, ça veut dire qu'on a aussi un système de management de la qualité. Alors oui, effectivement, je me permets, Pierre. Oui, effectivement, en fait, ça va être la définition tout de suite en dessous, dans l'ISO 9000. Vous avez parlé du 353 pour Oui. la partie système de management. Système de management de la qualité, c'est le 354. Et la norme va dire qu'effectivement, c'est une partie d'un système de management relatif à la qualité. Bon, une fois qu'on a dit ça, ça n'avance pas forcément plus. Donc, je vais me permettre de préciser un petit peu, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on va faire tous les jours. Ça, c'est ma propre définition. Encore une fois, Pierre, n'hésite surtout pas à interagir. C'est vraiment ce que l'on fait tous les jours, en fait, pour s'assurer que nos clients vont revenir acheter nos services. Donc, c'est une logique de fidélisation plutôt que d'aller acheter chez nos concurrents parce qu'on aurait raté quelque chose dans notre relation avec ces derniers. Donc, la norme va parler de satisfaction des clients au sens plus large de satisfaction des parties intéressées. Tout à fait. Et lorsqu'on considère cette précision très importante que Stéphanie vient de donner, on comprend que le système de management de la qualité devient donc un élément central de l'organisation, c'est-à-dire qu'il va créer et maintenir la relation entre l'entreprise et ses clients. Mais il faut noter que le système de management de la qualité, lorsqu'on parle de SMQ, englobe généralement l'intégralité de l'organisation. Mais par expérience, nous avons également constaté que les organisations ont à leur sein des départements et chaque département doit bien comprendre qu'il est responsable de sa propre gestion de la qualité. Cependant, l'organisme va se doter d'une capacité, un organisme qui s'engage par exemple dans la certification ISO 9001 va se doter d'une capacité globale pour gérer la qualité, qui peut être la qualité de ses processus, de ses procédures, de ses produits et de ses services. Alors, le titre de notre conférence aujourd'hui, c'est Système de management des services. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne parle plus de SMQ, on parle déjà d'autre chose, ou bien est-ce qu'on parle encore du SMQ, mais peut-être en essayant d'opposer la vision service à la vision industrie? Ça serait ça, Stéphanie? Selon moi, oui, effectivement, Jean-Pierre. Pourquoi? Tout simplement parce que, on se rappelle, l'ISO 9001 a trouvé ses racines il y a déjà quelques années. C'est un référentiel qui est très mature. Et alors, notamment pour la France, on voit que l'ISO 9001 a trouvé sa genèse dans les relations entre des fournisseurs et l'armée, puisqu'avant, ça s'appelait le RAC. Donc, c'était le RAC 1, 2, 3. Et finalement, donc c'était vraiment pour l'industrie, donc tous les industriels qui devaient livrer et qui devaient travailler avec l'armée. À un moment, vers 1987, les industries se sont dit, finalement, ce référentiel recèle de choses plutôt intéressantes en termes de réflexion. Pourquoi ne pas l'étendre et en faire un référentiel qui pourrait s'adapter à tout type d'industrie. Donc, c'est là où en 1994, la norme 9001, 9002, 9003, les normes d'ailleurs, sont apparues. Alors, norme très lourde, c'est un petit peu la souffrance qu'a aujourd'hui l'ISO 9001 où on se considère toujours, c'est très administratif, c'est du papier, c'est de la documentation. Oui, parce qu'à l'époque, c'était 20 procédures obligatoires. Pas très, très adaptable au service, un petit peu complexe à mettre en œuvre quand on sait que dans le service, souvent, on aime plutôt la documentation légère. Donc, l'ISO a compris ça et en 2020, pas du tout, en 2000, tout simplement, a décidé de revoir un petit peu ce référentiel, de refondre complètement ce référentiel pour que justement il soit plus adapté
au monde du service, un petit peu moins au monde de l'industrie, mais un petit peu plus au monde du service. Et puis les normes, enfin voilà, les versions suivantes, finalement, a maintenu ce cap-là, de pouvoir aussi être en adéquation avec les besoins et le contexte des entreprises de service. Mais c'est pas tout, n'est-ce pas, Pierre? Évidemment, évidemment, parce que derrière, on a également d'autres référentiels, comme celui dont on a parlé tout à l'heure, de l'ISO 20000, qui est le référentiel dédié à la gestion des services et qui définit par exemple un système de gestion de services comme un système de gestion global qui est destiné à rassembler tous les aspects de la gestion d'une organisation. On parle ici de planification, de stratégie, d'objectifs et même de processus et de documentation. Donc, lorsqu'on parle de la gestion des services ou alors des systèmes de management de services, il faut bien noter que, et je le rappelle toujours, la gestion de la qualité ou l'ISO 9001 est régulièrement appelée dans le monde professionnel la mère des normes. Donc, on ne saurait en fait parler de gestion des services sans parler de la gestion de la qualité. Et qu'on prenne l'aspect que Stéphanie a développé tout à l'heure, c'est-à-dire la gestion de la qualité appliquée aux services, ou qu'on se concentre sur la gestion des services, quelle que soit la nature de ces services, eh bien, on va utiliser profondément des notions de qualité. Vous ne pouvez pas implémenter une norme, quel que soit le référentiel que vous utilisez, sans emprunter des notions propres à l'ISO 9000. Raison pour laquelle cette conférence est très propre, c'est-à-dire qu'on parle de gestion de la qualité des services ou de gestion des services. En fait, du point de vue strictement professionnel, on parle à peu près de la même chose. D'accord, donc on peut mettre en place des systèmes de management par rapport à la qualité, ce sera l'ISO 9001, par rapport au service, le SMS de la norme ISO 20000, par rapport à la sécurité de l'information, ce sera le système de management de sécurité de l'information, et pareil pour la 14001 pour l'environnement. Je vais vous poser une colle d'ailleurs. Savez-vous combien de normes de systèmes de management il existe? Donc des normes évidemment écrites, rédigées par l'ISO. Système de management, à mon Des dernier compte, normes j'étais normes de système de management, oui. à mon dernier compte, j'étais à 16 500, mais je ne suis pas sûre que ce soit uniquement les normes de système de Ah management. oui, Je non, crois qu'on non, est non. plutôt dans une cinquantaine, il me semble qu'on est plutôt vers la cinquantaine de normes certifiables. Alors, je ne parle pas des normes certifiables, je parle des normes de service de management, parce qu'effectivement, il y a des normes qui sont certifiables, comme la norme ISO 9001, bien évidemment, et puis il y a des normes qui ne sont pas certifiables, qui sont plutôt des bonnes pratiques ou qui vont accompagner les normes certifiables, comme l'ISO 9002, comme la 27002, comme la 20000-2, etc., etc. Et donc, en fait, il y a à peu près plus de 80 normes de systèmes de management qui existent, donc à l'ISO, mais évidemment, la plupart ne sont pas certifiables. Alors, quand on veut mettre en place finalement un système de management, c'est quoi les étapes pour réussir et pour mettre en place ce système? On va procéder comment? Basé sur vos expériences, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, Oui, si je peux y aller, Stéphanie, bien, disons que la mise en place d'un système de management, mon approche, c'est-à-dire il y a l'approche documentée, c'est-à-dire vous voulez mettre en place le système de management ISO 9001, la norme des exigences, vous avez une documentation qui vous aide à mettre en place ce système de normes. Mais mon approche, c'est d'aborder tout projet de mise en place d'un système de management comme une amélioration. Toute mise en place de système de management doit être considérée à la base comme une amélioration et il faut donc respecter le canevas, les étapes de l'amélioration continue. Quand je consulte au sein d'une organisation pour mettre en place un système de management, je commence par comprendre la vision, la mission ou les missions et les objectifs de l'organisation. C'est mon point de départ. Le suivant, c'est de se demander à quel niveau on est, c'est-à-dire une analyse de l'existant. Qu'est-ce qui est fait? Parce qu'on ne peut pas bâcler tout ce qui est fait en disant que c'est mal fait. Et donc, cette analyse de l'existant va permettre de comprendre à quel niveau se situe l'organisation par rapport à l'objectif.
Et ensuite, on définit la prochaine étape, celle qui vient juste après. On ne dit pas la finalité, mais l'étape qui vient juste après, où voulons-nous aller? Et avec l'analyse des écarts entre où on est et où on veut aller, on peut maintenant planifier les étapes de mise en place, les étapes qui vont permettre d'atteindre l'objectif, c'est-à-dire cette prochaine étape. Et l'atteinte de cette prochaine étape va créer un nouvel état actuel. Et à partir de là, on définira la prochaine étape vers l'objectif final. Telle est mon approche. Et Stéphanie, alors? Alors, effectivement, hein, enfin, l'approche que je vais avoir est pas complètement différente de celle de Pierre, hein. C'est une approche qui est extrêmement logique. C'est vrai que là, enfin, l'approche que je vais conseiller en complément de celle de Pierre, c'est voilà, si vous décidez effectivement de porter ce projet seul, sans forcément avoir l'accompagnement d'un consultant, mais moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de vous former avant tout, de savoir exactement de quoi on parle dans cette norme, de quoi on parle dans la norme, mais et également de comment le faire, hein. C'est-à-dire que vous verrez, la norme, c'est avant tout un guide de bonne pratique. C'est quand même un référentiel qui a été écrit dans le monde, donc dans 166 pays, et à chaque fois, vous avez une centaine d'entreprises qui ont participé à la rédaction de ce référentiel. Donc, c'est un recueil de bonnes pratiques qui finalement, quand vous prenez chacun des chapitres de manière indépendante, va vous faire réfléchir sur des choses que des entreprises ont déjà vécues et donc vous amener à vous poser des questions par rapport à des thématiques précises. Bien sûr, les thématiques sont extrêmement liées les unes aux autres, hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aborder une thématique qui serait complètement indépendante d'une autre thématique. Donc voilà, donc ce qui est important, c'est de bien comprendre l'orchestration globale de cette norme ISO 9001, qui est vraiment extrêmement logique dans son approche. C'est vrai, Pierre, hein, tu me dis, mais quand on fait des diagnostics et quand on fait ce gap analysis dans les entreprises, c'est assez rare qu'une entreprise qui démarre de zéro n'atteigne pas à minima déjà 50% de conformité par rapport aux attentes, hein, ce qui surprend souvent beaucoup les entreprises. Quoi, on en est déjà là? Oui, parce que voilà, souvent ce qu'on voit, c'est le défaut des entreprises va surtout tenir à de la formalisation. Or, effectivement, le référentiel va vous demander d'apporter certaines preuves, hein. Comme toute démarche de certification, c'est avant tout dites ce que vous faites et faire ce que vous avez dit. Et bien évidemment, après, on verra, on parlera de ce PDCA, etc. Mais là n'est pas le moment. Mais le principe, c'est vraiment déjà, avant d'aller chercher le mieux, c'est déjà d'écrire et c'est déjà de mettre à plat ce que vous faites. Et cette mise à plat de ce que vous faites va vous être extrêmement utile pour pouvoir remplir ce gap analysis. Donc ça, c'est super intéressant. Après, j'aime bien moi aussi fonctionner sur un mind mapping, c'est-à-dire avant même de se dire, OK, voilà, on va partir vers ça, voilà notre périmètre de certification, etc. Non, globalement, comment est-ce qu'on est orchestré, comment est-ce qu'on est organisé dans l'entreprise, et puis en mettant, vous avez des outils de mind mapping qui sont extrêmement intéressants. Ça permet aussi de voir les interactions entre les différents services et ça permet de voir vos clients vous attendent à certains endroits parce que souvent c'est quand même assez rare aujourd'hui. Pierre, dis-moi si je me trompe, hein, Jean-Pierre aussi, dites-le moi, mais c'est quand même assez rare qu'aujourd'hui les entreprises se fassent certifier par plaisir. C'est dommage. Mais c'est souvent parce que derrière, il y a une imposition d'un client ou c'est parce qu'il y a une imposition du marché, une imposition légale et réglementaire. Donc, l'idée, c'est de trouver la manière la plus pragmatique de pouvoir répondre à ces exigences. Et le mind mapping, effectivement, va pouvoir aider à le faire. Et voilà, globalement, c'est bien comprendre et bien réfléchir à comment est organisée l'entreprise pour ensuite savoir exactement où est-ce qu'on va aller mettre les exigences et quel service, quel département va porter quelle exigence. Et comme ça, globalement, vous avez votre plan de projet qui va se construire presque automatiquement et vous allez savoir toutes les personnes qui vont pouvoir être impliquées dans ce projet également et qui vont représenter les groupes de travail. Alors, effectivement, lorsqu'on parle de plan de projet, c'est très intéressant parce que c'est ça l'intérêt de l'approche. Et comme Stéphanie l'a dit, derrière une décision de certification, dans la plupart des cas, particulièrement en Afrique centrale et de l'Ouest, que je connais bien,
Dans la plupart des cas, ce n'est pas une décision de l'organisme de se certifier parce qu'elle veut forcément améliorer ses processus et ses procédures. C'est généralement un marché qu'on est en train de guetter, ce sont des exigences gouvernementales qui sont derrière. Et donc, il faut être très prudent lorsqu'on accompagne les organisations qui sont dans cette situation parce que, vous savez, l'un des principes directeurs quand on met en place un système de management, c'est le leadership, c'est-à-dire l'engagement du leadership. Eh bien, l'engagement du leadership, on ne l'a pas naturellement parce que derrière, il y a un intérêt qui motive le leader, mais ça va entraîner des coûts, ça va entraîner des interruptions de travail, ça va entraîner beaucoup de choses que généralement les leaders dans les organisations n'aiment pas. C'est la raison pour laquelle je privilégie absolument une approche itérative. Donc, au lieu d'aller d'un trait du point A vers le point B, je privilégie des approches par itération avec des retours afin d'améliorer progressivement l'approche. Parce qu'il faut vous dire que nous, les experts, quand on arrive dans une organisation pour aider l'organisation, au départ, nous créons du stress. Au départ, nous créons des malaises. Nous interrompons le travail des collaborateurs. Il faut absolument intégrer cette donnée sociale, cette donnée interpersonnelle dans la mise en place du système de management. Alors, oui. Juste une dernière chose, hein, tu as dit un truc qui est super intéressant, Pierre, et je veux juste, c'est bien ce concept de test and learn systématiquement, voilà, et adapter et trouver vraiment la manière la plus adéquate et la plus pragmatique de répondre à l'exigence, parce qu'il n'y a pas qu'une seule manière de répondre, il y a finalement, il y en a des milliers, mais il y a surtout la vôtre. Donc le plus important, c'est vraiment d'arriver à trouver votre réponse à une exigence. Et de tester, test and learn, cette manière itérative. Donc, ouais, tout à fait, Pierre, je te rejoins sur ce point-là, tout à fait. Donc, Pierre parlait d'itération, donc il y a plusieurs étapes, mais ça serait quoi la première étape alors finalement? Il faut commencer par quoi? C'est faire le bilan de ce qui existe. C'est ça? Dans beaucoup de manuels, lorsqu'on analyse de manière sommaire, on dit la première étape, c'est l'analyse de l'existant, c'est-à-dire faire le bilan de ce. Et tous les experts le savent, c'est l'une des premières étapes. Sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure et comme Stéphanie l'a encore précisé, il est important de toujours se rappeler qu'il faut comprendre d'abord l'organisation. C'est dans l'organisation que nous allons travailler. Deux organisations qui ont la même structure de gouvernance ne fonctionnent pas exactement de la même façon. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que la première étape, à mon sens, c'est de comprendre l'organisation en termes de vision, en termes de mission, en termes d'objectifs. Une fois qu'on a une bonne compréhension de l'organisation, on peut maintenant s'essayer à une analyse de l'existant. L'analyse de l'existant est carrément impossible, voire elle est saugrenue même, si on doit le dire ainsi, si vous n'avez pas compris l'organisation. Alors, dans la définition d'un système de management, on parle des politiques, donc on sous-entend qu'il y a plusieurs politiques. Qu'est-ce que c'est que ces politiques? En ISO 9001, c'est quoi ces politiques? Alors déjà, je vais prendre la plus facile, Pierre. Tu me l'accordes. La plus facile, c'est ce qu'on va appeler la politique qualité, ce que la norme va appeler la politique qualité. Donc, dans son chapitre 5.2, c'est vraiment comment est-ce que la direction, donc le chapitre 5.1, ça va être l'engagement, le leadership. Globalement, ce sont des grands mots, mais derrière, c'est vrai qu'il faut que cet engagement et ce leadership puissent concrètement emmener les personnes là où la direction souhaite aller. Eh bien, cette manière un petit peu d'acculturation et cette manière d'emmener tout le monde et ce bateau, finalement, ça va être la politique qualité. Sur cette politique qualité, bien, la direction va devoir expliquer exactement la raison pour laquelle elle a souhaité mettre en place un système de management de la qualité et surtout qu'est-ce qu'elle en attend de telle manière à ce que chaque personne dans l'organisation qui est impliquée dans cette démarche sache exactement ce qu'on attend d'elle à son poste et à son niveau. Donc déjà, l'une des premières politiques, c'est effectivement la politique qualité. Voilà, et généralement, c'est la politique qui traduit l'engagement, c'est celle-là même qui traduit l'engagement
de l'organisation via son top management. Donc, quand on parle de politique, à la différence des procédures qui décrivent comment on fait ci, comment on fait ça, une politique traduit généralement l'engagement. Nous nous engageons à ceci, à cela, en ce qui concerne la qualité, la sécurité de l'information, la sécurité de l'organisation. Donc, la politique va dans ce sens et c'est ce qui la différencie d'une procédure parce que derrière, maintenant, les procédures vont venir étayer la manière dont on va faire, comment on va s'y prendre pour faire ci, pour faire ça. Mais la politique, qui, lorsqu'on finit de travailler avec une organisation, doit être un document, une page, ça peut être un format qui est cacheté, signé par le top management et qui est affiché, qui est publié. Moi, j'exige toujours ça. C'est l'engagement de la haute administration de l'organisation vis-à-vis de la qualité, de la sécurité ou du système d'information. D'accord, donc la politique, Voilà. c'est vraiment une pierre importante dans le système de management. C'est l'engagement de la direction, effectivement. C'est elle qui va nous aider, j'imagine, à décrire aussi, à fixer des objectifs qualité et évidemment à montrer l'engagement de la direction pour l'amélioration continue, puisque l'objectif de ces normes de management, je pense qu'on le sait tous, ça repose sur le fameux PDCA. Hein, où on vise l'amélioration continue. Donc, système de management, politique, des objectifs. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir des objectifs en matière de qualité, c'est ça? Tout à fait. Et là, vas-y, Pierre, je t'en prie. Et donc, les objectifs, en quelque sorte, Jean-Pierre, vont décomposer la politique. Puisque derrière un engagement, il y a un but visé. Et donc, on va décomposer un objectif qui soit atteignable. Et donc, les objectifs sont liés à l'activité business as usual, à ce qu'on fait tous les jours. Comment on va désormais s'y prendre pour faire ci, ça, pour, n'est-ce pas, s'arrimer de manière étroite à la qualité. N'oublions pas, Stéphanie pourra le confirmer, puisque nous sommes tous des leads auditeurs, ça veut dire que nous intervenons parfois comme auditeurs tiers, nous venons de l'extérieur pour auditer une organisation. Et lorsque tu audites une organisation, en fait, c'est de la documentation que nous éditons. Cela veut dire que les objectifs ont été atteints, ils sont documentés. Stéphanie a parlé tout à l'heure de preuves. Un système de management de la qualité qui fonctionne est basé sur des preuves documentées que les objectifs sont atteints. Il faut tenir compte de cet élément, de cet aspect. Alors, finalement, est-ce que dans cette lettre d'engagement de la direction, on va plutôt pas avoir des axes stratégiques vis-à-vis de la qualité et qu'on va essayer de décliner ensuite en objectifs? Ça serait pas ça aussi l'idée? Alors, si je peux me permettre, Pierre, hein, je vais répondre à cette question. C'est que, en fait, je pense que ça va beaucoup dépendre des entreprises. Hein. Moi, je sais que j'ai des clients qui aiment avoir les objectifs directement notés dans leur politique, mais parce que derrière, ils ont un mécanisme de mise à jour de cette politique de manière annuelle ou triennale. En tout cas, ils la mettent très régulièrement à jour et donc, ils peuvent se permettre de mettre des engagements chiffrés, des objectifs vraiment clairs et précis et mesurables, hein, puisque voilà, Pierre, tu l'as dit, hein, effectivement, il faut que ces objectifs soient mesurables dans le temps. Donc ça, c'est extrêmement important. Maintenant, j'ai d'autres clients qui, eux, vont vraiment voir la politique comme étant un axe stratégique et qui finalement va être relativement stable, peu importe hein, l'évolution du contexte ou peu importe ce qui va se passer dans leur vie d'entreprise. Et donc, dans ces cas-là, les objectifs qualité vont plutôt être formalisés à l'extérieur de cette politique et donc vont donner lieu à un nouveau document. Hein. Donc, il n'y a pas de, à mon sens, il n'y a pas une règle qui prime par rapport à une autre, c'est vraiment selon l'entreprise et son contexte et ses habitudes. Et tout à fait, je suis d'accord d'ailleurs. C'est vraiment l'expérience du terrain quand Stéphanie parle. Parce que effectivement, si on plonge dans la norme, comme je disais encore tout à l'heure, on va se rendre compte que la politique, puisque la politique, c'est l'engagement du top management, chaque fois qu'on parle de top management, pensez stratégie.
C'est-à-dire que le top management, puisqu'on a la stratégie et on a les objectifs et on a les actions de chaque jour en bas. Donc, chaque fois qu'on parle de top management, effectivement, on est dans la stratégie qui va on est dans la vision stratégique qui va se décliner en objectifs. Donc, les objectifs vont être en quelque sorte l'implémentation de cette stratégie qui est définie. Mais il y a ça, c'est la théorie, et il y a également la pratique. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, n'oublions pas que les organisations se font certifier pour bien des raisons. Certaines organisations veulent réellement améliorer leur processus et cela est une excellente chose. Mais d'autres organisations sont simplement en train de vouloir se mettre en conformité pour obtenir un marché, se mettre en conformité pour obtenir une attestation gouvernementale qui leur permet de continuer d'exercer leur activité. Donc, en fonction des cas, on aura effectivement le scénario que Stéphanie a décrit. Certaines pourront prendre la première démarche, on a nos objectifs, on a notre stratégie, c'est là, c'est dans notre engagement, c'est ça notre... Et puis on les met en objectif, mais d'autres vont préférer fonctionner un peu différemment. Alors, je voudrais juste me permettre, Jean-Pierre, oui, parce que je suis pas sûre qu'on ait tout à fait répondu à ta première question, de dire des politiques. Oui. Et là, je voudrais prendre un exemple. Parce qu'on a parlé effectivement de la politique macro, voilà. Mais j'ai par exemple certains clients qui sont des groupes internationaux ou même nationaux, c'est-à-dire qu'ils sont soit dans plusieurs entités sur le territoire français ou alors voire dans plusieurs entités dans le monde. Et finalement, chaque entité a un petit peu, c'est presque une petite entreprise à elle toute seule, c'est-à-dire que vous avez le groupe, vous avez le headquarter et puis derrière vous avez des entreprises qui fonctionnent avec leurs habitudes et certaines de ces entreprises vont aussi pouvoir décider d'adapter la politique groupe pour en faire quelque chose, alors évidemment d'inspirant, mais en faire quelque chose d'un petit peu plus représentatif de leur contexte, de leur culture et de leurs habitudes et vont pouvoir aussi émettre leur propre politique qualité, bien sûr, qui s'inspire de la politique de leur groupe. Donc, je me permets aussi de dire que ceci est tout à fait possible de pouvoir adapter une politique groupe pour l'acculturer à l'entreprise et à certains sites. Donc, ce serait des politiques locales, alors? Ce sera un principe, effectivement, de politique locale, tout à fait. Qui serait la déclinaison de la politique groupe. Exactement. D'accord. Alors, on parle également dans le système de management de processus. Alors, est-ce qu'il y a des règles là, des processus imposés, ou est-ce qu'il y a une liberté totale dans la définition et la mise en place de ces processus? Alors, j'aurais tendance à dire non. Et heureusement qu'il n'y a rien d'imposé. On y perdrait un petit peu toute la valeur que peut apporter aujourd'hui l'ISO 9001 dans sa version 2015 versus la version 1994, tout simplement. Donc, on n'a pas de processus imposé. Bien évidemment, il y a quand même une certaine logique. Alors, j'ai tendance, moi, à favoriser la vision transverse, matricielle. J'ai vraiment comment est-ce que finalement le système de management va pouvoir apporter une vision complémentaire par rapport à une organisation, je dirais, vraiment par organigramme. Voilà, on a les services qui sont déjà organisés, qui ont leur mode de fonctionnement. C'est vrai que l'idée d'un processus, à mon sens, et ça ne concerne que moi, c'est vraiment d'amener cette vision transverse, faire de telle manière à ce que tous les services puissent œuvrer ensemble à l'atteinte d'un objectif commun et non plus que chaque service œuvre à l'atteinte de leur objectif individuel, service par service. Donc, déclivage des différents services entre eux par une approche matricielle. Très bien. Et je renchéris justement en disant que si on se rappelle ici, dans la version 2008, on a eu presque une correspondance ligne par ligne, c'est-à-dire orientation client, le leadership lorsqu'on parle des principes. Sauf que si on se rappelle aussi dans la version 2008, on avait 8 principes. Il y avait un principe qui était l'approche processus et un autre principe qui était le management par approche système. Eh bien, il faut savoir que c'est ces deux processus qui ont été regroupés pour donner ce qu'on appelle l'approche processus aujourd'hui. Donc, évidemment, on avait le management aussi par approche système qui laissait du choix.
Donc, ce que cela nous dit aujourd'hui, c'est que, et comme le précise d'ailleurs l'ISO, donc l'ISO n'impose pas une approche, c'est-à-dire l'ISO n'impose pas des processus ou une approche quelconque dans la mise en place, mais elle encourage plutôt l'adoption d'une méthode. Donc, il faut utiliser le cadre, par exemple, de l'amélioration continue. Il faut utiliser les 7 principes directeurs. Une fois de plus, quand on parle de principes directeurs, il ne s'agit pas de loi. On peut remplacer le mot principe par guide. Donc, comme Stéphanie l'a dit, ISO n'impose pas l'utilisation d'un processus ou d'un autre, mais elle encourage fortement l'adoption des processus qui sont proposés, des principes directeurs et du cadre qui est défini dans la norme. Enfin, de toute façon, il faudra mettre en place des processus, évidemment, pour soutenir la politique qualité, les objectifs qualité. Et je crois qu'on retrouve finalement dans les organisations 3 grands types de processus. Les processus de management, les processus opérationnels et les processus de support. Ça, c'est un petit peu générique, je dirais. En effet. Mais, oui. Oui, en effet. Et là, tu les as bien cités de haut en bas. Processus de management jusqu'au processus support. C'est-à-dire, effectivement, on ne peut pas mettre en place un système de management sans utiliser les processus. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, un mot qui nous est cher lors de la mise en place des systèmes de management, c'est l'approche par processus. Et c'est cette approche par processus, quand on prend les systèmes de management des services ou le système de management de la qualité, c'est effectivement cette approche par processus qui fait la force du système. Parce qu'un processus, c'est quoi? Un processus, on peut voir comme une boîte noire qui prend en entrée quelque chose et qui va le transformer et qui va ressortir quelque chose. On parle de données d'entrée et de données de sortie. Donc, au lieu de prendre la mise en place d'un système de management ou d'un système de management comme un train avec 1000 wagons, l'approche par processus va être très utile dans la mise en place parce qu'on va décomposer les grands ensembles en petits processus. Et on retrouve bien la définition d'un système, un ensemble d'éléments en interaction, n'est-ce pas, qui vont interagir ensemble pour aider l'organisation à atteindre ses buts, qui peuvent être liés à la qualité, à la sécurité de l'information ou autres. Cette approche par processus est vraiment très intéressante. Alors, Pierre, il y a une norme, je crois, qui, elle, impose des processus. Ah, une norme qui impose des processus. Oui, que tu connais bien. Là, tu vas me dire, si tu parles de... Je parle de la norme ISO 20000, qui est la norme des services, où là, il y a quand même une liste de processus imposés. Oui, j'allais parler de la norme ISO 20000, mais j'allais justement préciser que la norme ISO 20000, en fait, une norme ne décrit pas la manière dont on la met en application. C'est la raison pour laquelle il existe des référentiels tels que ITIL, qui sont maintenant des bonnes pratiques, un guide de bonnes pratiques pour la mise en application de la norme. Et quand j'entre dans ITIL, je me rends compte que les processus sont laissés au choix. C'est-à-dire, oui, l'organisation va choisir parmi une liste de processus proposés, mais toujours est-il que le choix existe. Alors, dans ITIL, je suis d'accord. De toute façon, ce n'est pas une norme, donc on prend ce que l'on veut, hein, adopt and adapt. Par contre, dans ISO 20000, il y a une liste de processus. Alors après, on peut combiner tout ça, mais enfin, au bout du compte, on a quand même des processus imposés, que ce soit la continuité des services, la disponibilité, le portefeuille des services, le catalogue des services, etc., etc. On a quand même une liste plus complète qu'on ne trouve pas d'ailleurs dans les autres normes. C'est une des particularités de cette norme ISO 20000. Effectivement. Effectivement. Et l'une des bonnes choses avec ces processus, effectivement, c'est qu'il y a une certaine latitude dans leur mise en application. C'est-à-dire que le processus est là, il faut l'adopter, mais les entreprises ont une certaine liberté dans l'implémentation du processus. Tout à fait. Alors, on a mis en place notre système de management, nos politiques, nos processus, nos objectifs, mais comment on va maintenir ce système de management dans la durée?
ça va être quoi les difficultés et comment on va faire pour le maintenir? Alors, on a parlé tout à l'heure du PDCA. Je me permets, Pierre, Mmh. parce que là, j'ai une idée par rapport à cette question. Tout d'abord, je pense qu'un des secrets d'un maintien pérenne d'un système de management, c'est bien partir du principe que tout ce qu'on écrit n'est pas écrit dans le marbre. Ça, c'est extrêmement important puisque tout peut être amené à évoluer et tout peut être amené à changer en fonction de l'entreprise. L'entreprise est un organisme vivant qui change. Donc, il faut que finalement le système de management soit lui aussi vivant que l'entreprise. Donc, il va y avoir des périodes de remise en question et c'est tout à fait naturel. C'est pour ça que souvent on parle du PDCA. Donc, on en a parlé, du Plan, Do, Check, Mmh. Act, qui est cette route d'Hamming qui est un des éléments centraux d'un système de management. J'aime bien intégrer aussi, et Pierre, dis-moi ce que tu en penses, mais j'aime bien intégrer aussi une logique de SDCA, ce principe de stabilize. Donc d'abord, une étape de PDCA, on fait, donc on planifie, on fait, on vérifie, on améliore. Et une fois qu'on a amélioré, on stabilise. Parce que je connais des entreprises qui s'essoufflent à force d'être tout le temps en train d'améliorer sans vraiment être en train de renforcer leur base pour dire, OK, on met en place un nouveau mode de fonctionnement. Avant de vouloir le faire évoluer, vérifions qu'on soit bien dans la capacité de pouvoir le maintenir dans le temps. Donc, ce principe de SDCA, c'est vraiment alterner des phases de PDCA avec des phases de SDCA. À mon sens, c'est un des leviers de réussite. D'accord. C'est tout à fait le cas parce que le plus important n'est pas l'atteinte de l'objectif final. Il est tout aussi important de s'assurer qu'on ne retourne pas aux anciennes méthodes de travail. C'est quelque chose que nous avons tous constaté dans les organisations. On accompagne les organisations dans une transformation et quelques temps plus tard, on se rend compte que les organisations sont simplement retournées à leurs anciennes méthodes de travail. Donc, lorsqu'on met en place des systèmes de management au sein des organisations, il faut veiller à cela. Il ne faut pas que les anciennes méthodes reviennent. C'est la pertinence de ce que vient de dire Stéphanie. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement être dans la planifier, dérouler, contrôler et agir dans un cycle infini, mais il faut s'assurer qu'on stabilise effectivement les choses qu'on met en place. Et c'est la raison pour laquelle, si tu as noté Jean-Pierre, tout à l'heure, quand je parlais des étapes, j'ai dit tout d'abord, il faut comprendre la vision. Ensuite, il faut se demander où on est et où on va, gap analysis. Ensuite, il faut agir parce qu'il faut, sur la base des plans qui ont été établis, après le gap analysis, agir. Et j'ai dit qu'après ça, on revenait à la création d'un nouvel état initial. C'est-à-dire, cela rejoint tout à fait ce que Stéphanie vient de dire. Une fois que vous avez franchi la première étape, vous devez vous assurer que cette étape devienne le nouvel état initial et que l'ancien état initial disparaisse. Il faut donc stabiliser les nouvelles méthodes de travail et c'est sur ce nouvel état initial que l'on va bâtir du moins le progrès vers les états futurs. Et D'accord. puis, il faut s'assurer aussi que tout le monde suit, qu'on laisse personne, qu'on ne laisse personne Mmh. derrière dans l'entreprise, que tout le monde va d'un même écho vers le même objectif avant de pouvoir. Donc, on est bien sur cette partie. La question était posée en disant quels sont finalement les piliers, ce sur quoi on peut Mmh. s'appuyer pour assurer la pérennité d'un système de management. C'est vrai que j'en vois deux comme ça. C'est l'engagement de la direction. Il faut vraiment que la direction soit impliquée. Il faut que la direction comprenne, Pierre l'a dit très justement, c'est une transformation de l'entreprise. Ce sont des modes de fonctionnement différents. Ce sont des choses qui doivent apporter de la valeur à l'entreprise et pas seulement effectivement uniquement un tampon sur un beau certificat. Ah. Ça doit amener de la valeur et l'entreprise et le top management doit être conscient de la valeur que ça va amener pour pouvoir porter justement le message auprès de toutes les équipes. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, l'autre point qui me semble aussi important, c'est la communication. Sans communication, on n'arrive à rien. Quand on a ce principe d'effet tunnel,
où on décide de mettre en place, on communique et puis après il se passe plus rien et plus personne n'est au courant de ce qu'il y a. Et jusqu'à un moment faire que les gens recommencent à savoir des choses. Donc communiquer, 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 je pense que c'est l'un des facteurs de succès. La documentation peut être un petit peu faible, on pourrait dire il peut y avoir des améliorations sur la documentation, mais tant que le risque portant sur la documentation est couvert par une bonne communication, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Très bien. Et justement, je vais juste ajouter aussi, parce que dans ce que Stéphanie a dit, il y a vraiment ce qui est très pertinent, c'est-à-dire, si on se rappelle, particulièrement depuis 2015, c'est vrai qu'en 2008, on voyait déjà ça, l'approche est désormais basée sur le risque. Et donc, il est important, à mon sens, effectivement, d'adopter, même dans l'esprit, une approche basée sur le risque. Et dans les éléments que Stéphanie a évoqués tout à l'heure, la communication et autres, ça nous rappelle les 7 principes de management de la qualité. Si tu permets, Jean-Pierre, je peux les oui. pour qu'on les ait tous présents à l'esprit. Le premier principe, c'est l'orientation client. Le deuxième principe, c'est le leadership. Et c'est dans ce principe de leadership qu'on a l'engagement de la direction. Et regardez le principe qui vient tout de suite après. C'est l'implication du personnel. Stéphanie l'a dit. Certaines initiatives commencent, on communique beaucoup pour un début et après un temps, on retombe dans le silence. Il n'y a qu'une petite équipe qui est maintenant impliquée. Les autres ne savent plus ce qu'ils sont en train de faire. Non, non, non. Ici, le principe, c'est l'implication de tout le personnel. Et ensuite, le quatrième principe, c'est cette approche processus dont nous avons parlé. Et on a un cinquième processus, l'amélioration. Et le sixième principe, la prise de décision fondée sur les preuves. Pour le dernier principe, le management des relations avec les parties intéressées. Voilà les 7 principes de management de la qualité selon ISO 9001. Ouais. Voilà, les fameuses parties intéressées qui sont évidemment pertinentes par rapport à la qualité quand on parle de 9001 ou pertinentes par rapport à la sécurité de l'information quand on parle de 27001. Et il faut prendre en compte évidemment les besoins et les attentes de ces parties intéressées. Alors, on a quelques questions de la part de l'audience. Malheureusement, évidemment, on pourra sans doute pas balayer toutes les questions que vous avez. Je vais reprendre la première qui m'est adressée, c'est peut-on faire un SMQ sans aucune procédure? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'un SMQ, il peut tenir s'il n'y a pas de procédure? Alors, je me permets, Pierre, moi j'aurais tendance à dire oui. Voilà, j'ai tendance à dire oui parce que c'est souvent ce que je préconise. Ça va vraiment dépendre de plein de choses, hein. C'est-à-dire qu'une procédure est là pour maîtriser un risque. On l'a dit, c'est une approche par les risques. Si vous estimez qu'à un moment, il y a un risque que quelque chose se passe par manque de procédure, dans ces cas-là, il convient de rédiger une procédure. Par contre, s'il s'avère que vous êtes dans une entreprise dans laquelle, par contre, tout le monde fonctionne et vous avez un très faible turnover, tout le monde se connaît depuis très longtemps, qu'il y a une bonne maîtrise et que finalement, vous êtes dans un domaine expert. Je prends le cas des experts comptables où de toute façon, les règles sont déjà apprises dans le cadre de leurs études. Là, effectivement, il est peut-être pas nécessaire d'avoir des procédures. Ce n'est pas, en tout cas, la norme n'impose pas, la norme 9001, j'entends, parce que vous avez d'autres normes qui les imposent. Mais en tout cas, la norme 9001 n'impose plus de procédure obligatoire. Hein, donc, c'est vraiment à votre discrétion en fonction du résultat de votre analyse de risque. Voilà, ça, c'est ce que je vous conseillerais. Pierre, je te laisse. Je te laisse donner. Je crois qu'on risque de pêcher un peu au niveau des définitions, processus, procédures et autres, mais en général, lorsqu'on audite, on veut des procédures, c'est-à-dire vous avez mis en place un système de management de la qualité, vous êtes une entreprise informatique, comment vous gérez les incidents? Voilà une question qu'un auditeur va poser. Je veux la procédure de gestion des incidents, c'est-à-dire le document écrit qui détaille les étapes que vous suivez pour gérer les incidents. Je crois que l'idée de Stéphanie allait plus dans le sens du processus.
Parce que quand on Alors, parle absolument pas. Non, non, Pierre, hein, non, non, je confirme bien que c'était bien dans ce cadre-là. Pour revenir sur ce que tu dis, par exemple, une preuve d'audit, et si tu me posais la question en audit, je te répondrais tout simplement, on a un outil qui nous impose des étapes. Voilà, on a un logiciel qui nous impose des étapes et que si on ne répond pas à cette étape-là, on ne peut pas passer à l'étape d'après. Et ça, tout le monde le sait et tout le monde sait qu'on doit traiter nos incidents dans cet outil-là. Pour moi, très ça bien, correspond à une procédure. et je suis d'accord avec cette définition. Donc, tu vois, l'idée, Jean-Pierre, c'est qu'il faut vraiment que la personne qui a posé la question se demande, quand on parle de procédure, est-ce qu'on parle de procédure écrite? Parce que c'était ça mon deuxième point. C'était justement de dire que Oui. les procédures ne sont pas écrites. Comme Stéphanie l'a dit, il y a des procédures qui sont adoptées, qui sont utilisées, par exemple, à cause du logiciel CRM qui est utilisé, qui a de la documentation, qui peut générer des logs, par exemple. On peut auditer cela. Donc, à mon sens, les procédures sont indispensables, mais il faut noter que toutes les procédures ne seront pas écrites. C'est-à-dire, il n'y aura pas un guide de procédure pour tout. Non, Ça, l'idée ne l'impose pas. tout à fait. Effectivement, dans la norme 9001, on ne parle pas tellement de procédure, mais enfin, j'imagine mal quand même une société qui puisse fonctionner sans procédure. Enfin, ça me paraît quand même difficile. Il y a des procédures opérationnelles. Enfin, alors après, la forme, évidemment, on n'a pas besoin d'un document de 50 pages. Ça peut être un simple outil. Mais enfin, je ne vois pas comment on peut fonctionner vraiment sans procédure. Ça me paraît délicat. Mais il faut noter Ça que demande une certaine, Stéphanie, effectivement, ça demande une certaine Stéphanie a une grosse expertise, une expérience certaine là-dessus. habitude, effectivement. Oui, oui. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, je passe à la question suivante. Quels sont les outils pour mieux comprendre une organisation? Est-ce qu'il y a des outils pour mieux comprendre une organisation? Alors, peut-être en termes d'outils, Stéphanie est mieux placée que moi pour commenter sur les outils, mais moi, j'aimerais répondre d'une façon simple. Lorsque vous arrivez dans une organisation, lorsque j'arrive, par exemple, dans une organisation on a parlé tout à l'heure de vision. En général, les organisations ont une vision documentée. Elles ont, par exemple, un document qui, en une phrase, dit quelle est la vision de l'organisation. Et pour les organisations qui sont vraiment structurées au détail près, ce document sera décliné en missions. On en aura une ou plusieurs avec des objectifs. Si vous prenez le temps de regarder, de parcourir ces documents qui ne sont généralement pas volumineux, vous avez une idée de ce qu'est l'organisation et de ce qu'elle veut être. Mais le principal outil, à mon sens, pour comprendre une organisation, pour un auditeur, je parle en tant qu'auditeur, c'est l'observation. C'est l'observation le principal outil Oui. pour comprendre une organisation. Et moi, je voulais vous poser la question, est-ce que vous croyez qu'on pourrait là parler des outils de la qualité, comme par exemple le QQ, CP ou d'autres outils enfin voilà, si on n'était pas sur des outils informatiques, alors là, c'est vrai que ça vaudrait la peine de préciser un petit peu la question, parce que la question, est-ce qu'on est sur des outils informatiques? Est-ce qu'on est plutôt sur des outils pédagogiques et méthodologiques? Mais en attendant, si on devait être sur des outils méthodologiques, effectivement, il y a des outils, il y a la maison de la qualité, par exemple. On parle on parle d'outils comme par exemple d'outils d'analyse de cause, on parle d'outils de résolution de problèmes, on parle de pas mal d'outils comme ça. Et les outils de la qualité avec les 5 P, avec, comme on disait juste avant, hein, le QQ, OQ, CCP, hein, puisque maintenant les questions interrogatives commencent à avoir tendance à s'allonger, avec d'autres. Voilà, est-ce que vous pensez à d'autres outils qui pourrait aussi peut-être répondre à la question. Mais pour moi, le QQOQ-CCP est un outil qui me semble être extraordinaire dès qu'on veut comprendre l'entreprise, parce que finalement, on pose toutes les questions qu'on pourrait être amené à se poser en arrivant quelque part.
Oui, et je crois que Pierre a raison aussi, c'est d'observer, d'écouter, L'observation. et puis de lire les documents, lire les politiques, voir les objectifs de l'organisation. C'est ça qui va nous aider à comprendre cette organisation. Je passe à la question suivante. Est-ce que pour bien gérer une institution ou une organisation, on doit toujours avoir un système de management? Alors, je vais répondre à cette question parce elle me touche personnellement. Je vais parler avant toi, Stéphanie. Excuse-moi de violer la priorité aux dames. Excuse-moi C'est pas... vraiment. On va arranger ça hors séminaire. Mais cette question me touche personnellement. Pourquoi? Eh bien, parce que pendant longtemps, les entreprises ont considéré la mise en place de systèmes de management comme des centres de coûts. Et ça, c'est quelque chose pour lequel nous, les experts, nous nous battons. Ce ne sont pas des centres de coûts, ce sont des centres de profit. Si vous ne connaissez pas la valeur d'une méthode, vous ne pouvez pas comprendre cette idée. Vous pouvez faire un travail parce que vous vous rappelez, on parle ici du triangle de Gilbert, le célèbre triangle de la performance entre les objectifs, les résultats et les ressources. Lorsqu'on vous demande d'atteindre un résultat et on vous donne des ressources, ou alors on vous demande d'atteindre un objectif en termes de résultats, vous pouvez être efficace. Mais quand nous parlons de système de management, nous parlons de l'efficience qui implique les ressources. On vous donne un seau de 10 litres, on vous demande d'aller le remplir au robinet. Vous déposez le seau au robinet, l'eau se verse jusqu'à déborder, il y a des pertes d'eau. Vous avez atteint l'objectif, vous avez vos 10 litres d'eau. Un autre va prendre juste les 10 litres. Toutes les organisations avec lesquelles j'ai travaillé sur la période se sont rendus compte qu'en mettant en place un système de management de la qualité, de la sécurité et autres, elles faisaient des économies impressionnantes. Si tu te rappelles, en début, on parlait d'une organisation, Jean-Pierre, je ne vais pas citer le nom pour ne pas faire de publicité, mais lorsque cette organisation a été confiée à celui qui a démissionné ici au Cameroun, elle était en perte. Il a réalisé un truc spectaculaire en mettant en place des processus et des procédures. Ce n'est pas un centre de coût, c'est un centre de profit. Vous investissez pour capitaliser. Vous investissez pour gagner plus sur la durée parce que vous n'êtes pas seulement efficace, mais vous devenez efficient. Très bien. Alors, il y a une autre question. Effectivement, on n'a pas trop parlé de système de management intégré. Il y a des systèmes de management intégrés, il y a des systèmes de management unifiés. Et la question, c'est que pensez-vous d'une mise en place d'un système de management unifié pour une entreprise qui comprendrait donc de l'ISO 9001, de la 27001 et de la 22301. Alors, je vais répondre juste avant vous rapidement. Des systèmes de management intégrés, évidemment, j'en ai vu où on avait de la 9001, de la 20000, de la 27001. Là, la question porte sur 9001, donc qualité, 27001, sécurité de l'information, et 22301, c'est la norme qui porte sur la continuité de service, qui est un petit peu un complément aussi de la 27001. Donc pour moi, oui, bien sûr, ça a du sens d'intégrer ces trois systèmes. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté, Stéphanie et Pierre? Alors, moi, j'aurais tendance à dire, enfin, la question, est-ce que c'est intégré ou c'est unifié, hein? Là, j'ai un Alors, client qui, par la question, exemple, c'est avait, c'était unifié, hein. En fait, j'ai un client qui avait un système intégré, 9001, 27001. Je ne vais pas parler de la 22301, mais quoi qu'il en soit, la réflexion sera la même. En fait, on a souhaité désintégrer ces systèmes pour justement faire des systèmes combinés. Donc, combinés, unifiés, c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ça? C'est tout simplement, on a vu que l'appropriation des exigences de l'une norme avait été complètement noyée dans les exigences de l'autre norme. Et donc, il n'y avait pas une bonne appropriation. Personne, enfin voilà, on avait des difficultés, donc le client avait des difficultés à répondre lors de l'audit, tout simplement parce qu'ils avaient intégré leur système trop rapidement. C'est vrai qu'aujourd'hui, un système unifié permet la bonne appropriation, permet de bien traiter chacune des exigences de chaque norme de manière précise. Et une fois qu'on est bien mature par rapport à chacune des exigences, là, dans ces cas-là, on peut aller vers de l'intégration et l'intégration, de fait, devient beaucoup plus facile grâce à cette unification préalable. Hein, donc, c'est vrai que l'unification des systèmes de management me semble une démarche très pertinente pour favoriser l'appropriation de chacune des exigences qui, bien qu'elles soient toutes construites sous le format HLS,
ont quand même des petites colorations un petit peu particulières et ne se traitent pas forcément de la même manière. On ne va pas traiter une analyse de risque 9001 comme on va traiter une analyse de risque 27001 et vice-versa. Et un BIA au niveau de la 22301 ne va pas encore être la même chose, bien que extrêmement complémentaire par rapport à la 27001, mais finalement va aller un petit peu plus loin que simplement de la 27001, qui est de la confidentialité, de la disponibilité et de l'intégrité. Le BIA, ça va être surtout, on va vraiment travailler sur la disponibilité. Donc oui, pour un système unifié en préparation d'une intégration. Alors, n'oublions pas qu'après, il faudra une politique qualité, une politique sécurité qui sont différentes, des objectifs différents. Et après, la revue de direction, est-ce qu'on fait une seule revue de direction avec ces 3 systèmes ou des revues de direction séparées? C'est des questions à se poser, bien évidemment. Exactement, exactement. Et c'est vrai que pour reprendre ce que disait Pierre, la mère des systèmes, c'est la 9001. En règle générale, la revue de direction 9001 va être beaucoup plus conséquente et les autres revues de direction sur les autres thématiques ne vont prendre que des points de coloration de chacune de ces thématiques pour ne pas avoir à répéter les choses qui finalement seraient les mêmes dans chacun des systèmes. Donc, ne pas faire, mais ça, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, ne pas faire les choses inutilement, puisque dès lors qu'on fait quelque chose d'inutile, les gens n'y trouvent pas d'intérêt et donc c'est abandonné et ça périclite dans le temps. Donc, vraiment, trouvez toujours le côté pragmatique de vos démarches, peu importe la façon dont vous souhaitez les déployer, qu'elles restent utiles avant tout. Centre de profit, important. Et tu as raison, Pierre, tout à fait. Alors, je crois qu'on est arrivé au bout de cette conférence. Donc déjà, je remercie nos experts, je remercie les participantes et les participants à cette conférence. Et je rappellerai que, basé sur mon expérience, je dirais que la mise en place d'un système de management, la mise en place d'un projet de certification, c'est toujours un projet fédérateur. On est toujours surpris de voir que les équipes se rassemblent toujours derrière ce type de projet. Au départ, peut-être qu'il y a des craintes, de l'angoisse, et puis finalement, quand le projet démarre, on s'aperçoit que tout le monde participe, tout le monde veut la réussite de ce type de projet. Donc je vous remercie, Stéphanie, Pierre, si vous avez éventuellement des mots à rajouter. Moi, j'ai tendance à toujours conseiller de se faire plaisir dans ces démarches de certification parce que vraiment, vraiment, c'est que du bonheur. Quand on le fait bien, quand on le réfléchit bien, ça permet de se reposer des vraies questions sur l'entreprise, ça permet de lever le nez du guidon et de pouvoir voir des choses que finalement on ne voit plus, un petit peu comme le nez au milieu de la figure. Donc, prenez beaucoup de plaisir et prenez beaucoup de bonheur dans vos démarches. Et merci Jean-Pierre pour, pour ton animation qui était super. Et un autre conseil, effectivement, c'est de vous faire accompagner par les bons experts. Il est toujours important d'avoir cet œil étranger, ce regard neuf qui va vous permettre, au travers de rencontres avec votre direction, vos responsables de département, d'élaborer un diagnostic global de votre organisation et de mettre en place les bons processus afin que, comme on l'a dit tout à l'heure, la mise en place du système, de votre système de management ne soit pas un centre de coût seulement, mais s'avère être à la longue, Stéphanie, un centre de profit. Faites-vous accompagner par les bons experts. Tout à fait. Et puis, de toute manière, il faudra, que ce soit dans l'accompagnement ou après dans les audits internes, une vue extérieure. Il faut quelqu'un d'objectif qui n'a pas contribué ou participé à la mise en place du système. Donc, la vue extérieure est fondamentale. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je ne sais pas si nos amis de PECB veulent intervenir.